Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la Fed pourrait effectivement nous donner 50 points de base demain en termes de modification et de pivot sur les taux. Et puis, on va faire comme d'habitude l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. On est là donc sur le Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous affilier, vous pouvez le faire via le lien Crypto Signal FR et que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants cardiaques venus de pays dans lesquels ils n'ont pas les infrastructures pour se faire opérer. Ça, c'est fait. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour aider la chaîne également. Et donc du coup ça revient à 10 euros par mois. Bitcoin en daily, alors petite perte, ça on l'a expliqué hier, du momentum actuel, encore que ça soit pas tellement un problème, et puis pour le moment on tient bien sur le 4 heures qui est ici. On a un petit peu de liquidité, on l'avait expliqué hier également, autour des 57 000 $, et puis voilà, pour moi le FOMC est plutôt, on va dire, pré-FOMC en tout cas. En général, on a plutôt des bons moves. Alors le move soit il est déjà passé, soit il est sur le point de se produire, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir aujourd'hui et demain une plutôt bonne journée. J'aurais bien vu hier le fait qu'on revienne revisiter la zone des 57, ça n'a pas été en intraday le scénario qui s'est mis en place. Sur le 4 heures, on a eu une petite correction et on a très bien tenu justement ce niveau 4 heures là, donc ça c'est plutôt propre on va dire sur ce niveau là, donc cette boîte de liquidité semble s'être défendue à ce stade. Et voilà, pour le moment, on n'est pas encore à l'attaque de la distribution potentielle. Vous voyez, on a un élargissement ici potentiel en descente. Les élargissements, assez souvent, soit ils viennent sur la 5, donc la vague 5 en correction, soit ils viennent retoucher le bas de la traîne. Là, ça nous emmènerait venir prendre la liquidité et ça nous emmènerait à rejeter finalement sur cette zone-là, sur la distribution actuelle. Soit ils font des rotations partielles, ça arrive assez souvent également, une fois sur deux à peu près. C'est-à-dire que là, pour le coup, on serait dans cet élargissement-là, rotation partielle voulant dire, on ne revient pas visiter finalement sous la vague 4. Et puis on vient quelque part prendre le haut. On va voir si c'est ce qui se met en place, excusez-moi. Désolé. Oui, donc soutien sur le 4 heures, ça s'est passé hier, et pour l'instant, on n'est pas du tout au contact de la distribution du moment. Potentiel élargissement, bon, pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler. Voilà, je pense qu'on peut effacer 2 ou 3 autres trucs qui nous polluent un petit peu. Et puis voilà, pour le BTC en 4 heures. On viendra en fin de vidéo faire tout simplement le lien un petit peu sur ce qui pourrait être éventuellement la suite sur le 15 minutes. Ether BTC. On est toujours sur la zone des 0,039. À ce stade, pas vraiment de signe de retournement ou quoi que ce soit. Bon, si ce n'est un petit rebond sur zone, on en avait déjà parlé hier, étant donné qu'on est plus ou moins quand même sur le bas, il enfonce quand même ici, je trouve, la rouge, qui est un petit peu la charte à long terme, on va dire. S'il n'y a pas de rebond conséquent, on va dire, pas systématique, mais conséquent très rapidement, on peut dire que potentiellement cette trend est perdue. Cette trend, elle date depuis août 2022, donc c'est quand même quelque chose qui, a priori, sur le long terme, en tout cas, devrait pouvoir tenir. En tout cas, on perd des niveaux extrêmement sensibles ici sur Ethereum contre Bitcoin. Cassure de trend, oui, certes, elle est tellement agressive que c'est difficile de dire qu'il y a vraiment cassure, d'accord. On est peut-être plutôt ici en train de distribuer un petit peu plus à nouveau. En tout cas, il y a des Ethereum en ce moment qui changent de main, et ce à profit de Bitcoin, c'est ça qu'on peut dire. Et on a un Bitcoin qui surperforme très largement Ethereum. Ça se voit également un petit peu sur le prix d'Ethereum, même si on reste dans cette distribution très agressive également sur Ethereum. Ici, depuis les 3500 $, ça distribue très fort. On est sur la trend la moins agressive. On va voir si elle tient ou pas. Globalement, pas de nouveauté tant qu'on ne casse pas, encore une fois, la trend très agressive, qui est celle-ci, là, ici, la blanche. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Ethereum, je trouve, en tout cas actuellement. En ce qui concerne le Total 3, ou en tout cas pas vraiment le Total 3, mais plutôt la dominance altcoin, toujours pareil, on est toujours dans ce range entre 19 et 20%, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que
On va dire que on a arrêté de faire du ski ici sur la trend qu'on avait cassée, d'accord. On semble s'en écarter pour le moment, d'accord. Ici, vous voyez, on s'écarte de cette fameuse trend ici qu'on n'arrêtait pas de retester. On continuait encore une fois à faire du ski depuis un bon petit moment. Et on semble à ce stade marquer une structure de retournement potentielle. Je dis encore une fois potentielle parce que tant qu'on n'a pas cassé les 20%, c'est pas vraiment ce qu'on a. On pourrait s'attendre à ce qu'un pivot, on va dire, donne un peu de souffle au risk-on et puis ensuite peut-être derrière... La question sur les pivots, et c'est toujours un petit peu le cas, la question sur les pivots, elle est toujours de penser, est-ce qu'on va dans une récession ou pas? C'est ce qu'on va regarder un petit peu plus tard, hein, quand on évoquera le fondamental. Pour le moment, la Fed, si elle pivote demain, et il y a des très bonnes chances qu'elle le fasse, sera en train de le faire dans des conditions que je qualifierais de décentes, d'accord? On a certes un chômage aux États-Unis qui augmente, hein, donc un marché de l'emploi qui est à la dégradation, mais c'est aussi ça qu'on cherchait, hein, via la hausse des taux tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, il faut pas tirer sur le chauffeur. Et puis, d'un autre côté, finalement, on a ici, je trouve en tout cas, un pivot qui se passe dans des conditions intéressantes. On va voir la suite, mais pour le moment, il n'y a pas de signe extrêmement fort de récession annoncée, si ce n'est les signes habituels qui, pour moi, encore une fois, restent plutôt des symptômes de récession, c'est-à-dire inversion de la courbe des taux, etc., dégradation du marché de l'emploi. C'est des choses qui sont plutôt symptomatiques d'une hausse des taux, d'accord. On a toujours du lag un petit peu sur les taux. Voilà, à ce stade, la difficulté, c'est de dire est-ce que on va aller vers une grosse récession ou juste un trimestre un peu compliqué. Voilà, c'est un peu ça la question. Stablecoin dominance, et bien pour le moment on est toujours dans ce canal haussier, hein, qui correspond un petit peu à la consolidation de Bitcoin à l'envers. Ce que je remarque en tout cas là-dedans, c'est que on a cette distribution ici sur la stablecoin dominance qui pour l'instant n'est pas cassée. Je parle d'une distribution, on va dire sur du 4 heures. 4 heures, voilà, vous voyez ici une jolie distribution qui est en train de se mettre en place. Attention, on va dire à ce vieux. Alors pour le coup, j'ai pas mis les niveaux vraiment à jour depuis un petit moment, mais globalement sur du 4 heures, vous avez quelque chose comme ça à la baisse, vous avez quelque chose comme ça qui refuse ici à la hausse. On pourrait le mettre un tout petit peu plus bas. Et puis au-dessus, vous allez avoir les 9% de dominance sur les stablecoins. Est-ce que pour autant, on a une structure de retournement baissière? Non, pas pour le moment, tant qu'on ne perd pas les 7%. Bon, ici, ça nous ramènerait, vous le comprenez, Bitcoin sur le niveau du 24 août. Donc, ici, je pense qu'on est autour des 61-62 000 dollars. Structure de retournement en 4 heures, si on doit en voir une, ça serait perdre le 4 heures actuel et faire ici, vous le voyez, une épaule tête-épaule. Au moins, ça nous ramènerait soit sur le bas de la distribution, soit dans ces zones-là, autour des 7% justement. Pour l'instant, si on voit quelque chose, ça serait ce genre de range, d'accord, sur la stablecoin dominance. Si on perd le range par le bas, ici, vous aurez un double top avec continuation baissière et ça serait plutôt bullish pour la crypto. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est à ce stade une consolidation baissière en 4 heures sur la stablecoin dominance. Si jamais on pète la distribution ici vers le haut, c'est un retour sur le haut du canal. Donc là, attention, ça nous emmènerait probablement autour des 9% et peut-être plus. Et si en revanche, la stablecoin dominance se retourne, à ce moment-là, il y en a quand même pas mal de stablecoins, ça j'en ai parlé la dernière fois, mais qui attendent sur le côté. Ici, on voit quelques achats qui ont été faits, puisque ça a quand même, là, on voit par exemple une jolie zone d'achat. Quand vous détruisez de l'USDT, ça veut dire que quelqu'un achète de la crypto. Il peut aussi repasser en fiat, tout simplement, et sortir. C'est tout à fait possible, mais bon, dans le contexte actuel, on pourrait peut-être dire que effectivement, il y a quand même pas mal de stablecoins qui attendent sur le côté, 118 milliards ici. Voilà pour la partie technique, on reviendra sur la fin une fois qu'on aura fait toute la partie, bien sûr, fondamentale. Je mets en pause une toute petite seconde. Donc sur le fondamental, globalement, depuis la vidéo d'hier, alors il y a eu des allégations comme quoi Coinbase vendait des bitcoins papier, c'est-à-dire de la dette, globalement, un droit sur du bitcoin, d'accord, au lieu d'acheter à BlackRock, au lieu d'acheter tout simplement les ETF effectivement off-market, donc auprès de
auprès d'OTC Desk. Moi, à mon sens, c'est des foutaises. Maintenant, je vois énormément de choses tourner là-dessus. À mon sens, c'est des foutaises parce qu'ils pourraient pas jouer avec ça, hein, on va dire avec la SEC et toutes ces choses-là. Ils auraient quand même des difficultés. Maintenant, ils n'ont pas voulu montrer effectivement les portefeuilles. Alors, il y a un portefeuille BlackRock, bien sûr, chez Coinbase, ça on le voit très bien, mais leur propre proof of reserve à un certain moment n'a pas été totalement révélé. Pas totalement révélé pour plusieurs raisons. D'abord, ça pose des problèmes de sécurité, hein, je pense que c'est le cas. Maintenant, quand on voit Coinbase est quand même coté en bourse, etc. et toutes ces choses-là, donc on peut estimer qu'en interne, et c'est Deloitte qui fait tout l'audit, le fait d'avoir un audit séparé comme le cabinet Deloitte devrait quand même nous mettre à l'abri de ce genre de problème. Elizabeth Warren qui envoie une lettre à Jerome Powell en lui disant il faudrait qu'on baisse carrément de 75 points de base. On va attaquer sur ce sujet-là, notamment dans le fondamental, mais on finit d'abord sur les news Twitter. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur le Twitter, le compte X de la chaîne Crypto Signal FR, si le cœur vous en dit. 12 millions d'afflux ETF, c'est-à-dire neutres hier. Et là, globalement, c'est plutôt cet article que je trouvais intéressant personnellement, qui nous dit pourquoi les traders finalement sont passés en à peine une semaine à des chances plus importantes, 67%, vous le voyez aujourd'hui désormais, donc 2 tiers, 1 tiers, qu'on ait une baisse des taux de 50 points de base plutôt que 25, ce qui était le cas. En fait, le rapport était plus ou moins inversé la semaine dernière, voire même plus important. Et là où c'est intéressant, là où cet article globalement propose des choses intéressantes, c'est qu'il dit, nous ce qu'on voit, c'est que le Wall Street Journal a sorti cet article en disant, finalement, nous on pense que ça sera 50 points de base. JP Morgan a dit, nous on pense que ça sera 50 points de base. Aujourd'hui, BlackRock a dit, la baisse ne sera pas aussi rapide que ce qu'on pense. Et ici... Excusez-moi, c'est un drame. Mon fils a cassé ses chaussures à l'école, donc du coup, ma femme va lui apporter une nouvelle paire. C'est extrêmement intéressant. Et globalement, donc du coup, on a un autre article qui est sorti sur... Alors, il y a eu Wall Street Journal, et puis derrière, on a eu un autre article sur FT. Et pas mal d'autres articles qui sont sortis autour d'une idée que la Fed allait effectivement faire 50 points de base. Powell aime bien les approches agressives, effectivement, et d'une certaine manière, il aime bien aussi téléphoner ce qu'il va faire au marché. Et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que Powell n'a pas démenti. Si jamais, effectivement, Powell avait démenti, on pourrait se dire qu'il ne va pas demain faire 50 points de base, et là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de communication, on va dire, qui irait dans l'autre sens. Donc, je pense que demain, effectivement, on aura 50 points de base. Nous, ça fait un moment qu'on dit qu'on pense que c'est la bonne solution de faire 50 points de base. Faire une baisse rapide serait, étant donné le contexte, quelque chose de très bien. Maintenant, de là à dire qu'on a dit qu'il allait faire 50 points de base, non, c'était pas forcément ce qu'on a dit. On a dit le marché price 25, c'est très bien. Mais à ce stade, on peut estimer qu'il y aura effectivement 50 et que même la surprise sera plutôt s'il ne nous donnait que 25, ou surprise dans l'autre sens si effectivement il donnait, comme Elizabeth Warren le demande, plutôt 75, d'accord. En tout cas, on a vu à quel point il a augmenté vite, et ça c'est intéressant. Et on a vu également que Powell aime bien les approches agressives au niveau de la baisse et de la hausse des taux. Par rapport à ça, il est plutôt dans une approche on va dire Greenspan, un ancien gouverneur de la Fed qui jouait beaucoup avec les taux, qui jouait beaucoup avec ces leviers-là, en fait, d'une certaine manière. Voilà, on va voir ce que ça nous donne demain. Bien sûr, ça serait bullish d'avoir du 75, ça serait normal d'avoir du 50 dorénavant, c'est quelque chose qui devrait plutôt être dans les prix. Et ça serait bearish d'avoir du 25. Si on a du 50, on peut s'attendre à un petit sell de news, mais à long terme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que il nous annonce un pivot rapide, d'accord ? En faisant 50 ou 75, il va de toute façon, à moyen terme, on va dire, annoncer un pivot plutôt rapide, et ce, dans des conditions décentes, ce que je qualifierais comme étant potentiellement quelque chose de bullish pour le marché moyen terme. Donc, petit sell de news sur le moment, et potentiellement moyen terme, très bonne nouvelle.
et les afflux ETF qui ont été négatifs sur Ethereum avec moins 10 millions de dollars. Il faut comprendre qu'il y a une rotation qui se fait depuis ETHE, qui était un trust, qui détenait énormément d'Ethereum, et finalement on a des gens qui empochent ici, ils avaient acheté sur un discount et ils empochent du coup le premium. Ça veut dire j'ai acquis des droits sur un Ethereum à un moment où le trust était sous-coté, puisque le trust n'avait pas une cotation qui était équivalente au prix de marché d'Ethereum, d'accord. Vous pouviez avoir un premium ou un discount. Pendant très longtemps, vous les avez achetés trop cher, et il y avait finalement un énorme premium à payer, et là en l'occurrence, eh bien, une fois que ça a été transformé en ETF, vous avez acquis un vrai droit sur un Ethereum, donc vous empochez bien évidemment la différence. Bravo à ceux qui ont pris ce trade d'acheter plutôt que d'acheter de l'Ethereum au moment où ils ont su que l'ETF allait sortir. Et attention, sur Ethereum, c'était un peu plus compliqué que sur Bitcoin. Il y avait beaucoup moins de certitude que les ETF allaient être acceptés. Eh bien, du coup, voilà. Donc, quelle est la balance des ETHE? Elle est relativement énorme. Il y en a encore pour un moment, si on doit continuer cette rotation dans ce sens-là. Et vous voyez qu'il y a quand même des entrées sur les autres ETF, même si ici, le ETHW, je pense que c'est celui de Arc, si je me trompe pas, peut-être une petite, ouais, quelque chose comme ça, eh bien pour le coup, nous a provoqué des sorties. Et j'en profite pour vous dire, encore une fois, que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas si vous souhaitez aider. 50-49 en ce qui concerne Harris, qui est toujours donc devant Trump dans les sondages. Ici, on nous donne des informations sur la tentative d'assassinat sur Trump. Au niveau des crypto-monnaies, il a été confirmé que visiblement le projet autour de la famille Trump, on va dire ça comme ça, World Liberty Financial, eh bien, allait effectivement avoir un jeton, le WLFI. Donc ça, on suivra d'assez près. Est-ce qu'il y a convergence d'intérêts plutôt entre l'élection de Trump et cette crypto, etc. Attention, on va dire qu'on marche sur des œufs ici, mais vous voyez ici que ce sont bien évidemment, c'est la famille de Trump qui va effectivement sortir ce token, et la team a effectivement dit que ce token allait effectivement sortir, d'accord. On continue ici, la population ultra riche chinoise voit une très grosse croissance dans la prochaine décennie qui pourrait permettre à la Chine de dépasser les États-Unis, d'accord. Donc en interne, les ultra riches chinois qui sont plutôt boules sur les potentialités chinoises, et le dollar qui, bien sûr, perd un petit peu de sa valeur juste au moment où la Fed va diminuer ses taux. Il faut voir également que tout cela pourrait provoquer un petit peu de correction sur S&P et sur les indices, au sens où on a ce fameux trade japonais également. J'emprunte du yen pour finalement acheter par ailleurs du dollar ou des assets qui sont cotés en dollars. Et bien sûr, le spread entre les différentes monnaies ici importe énormément, et donc ce trade pourrait perdre de son intérêt. En ce qui concerne les liquidations, on a liquidé 100 millions sur les dernières 24 heures, avec 50 millions sur Bitcoin et Ethereum, et on a liquidé plutôt du long. Nero ETH qui font leur entrée dans les plus grosses liquidations, voilà, d'une certaine manière. Carnet d'ordre. Je m'en pose. Carnet d'ordre spot, on a touché quelques ordres ici à l'achat sur la zone des 57, mais c'est pas incroyable non plus. Les gros ordres attendent plutôt sur la zone des 50-52 à l'achat. On avait quelques ordres ici, mais qui ont finalement disparu depuis la dernière hausse. Et à la vente, on n'a pas grand-chose avant les 61-62. Donc ça, c'est pour le spot. En ce qui concerne les points de liquidation, on n'a rien touché sur la journée d'hier, et depuis le rebond d'hier, ouais, j'ai toujours un petit peu de long, mais j'ai pas vraiment de nouveau, on va dire. Vous voyez que sur l'Open Interest, ça bouge pas énormément, donc pour moi, on laisse comme ça, et ça ira très bien. Les liquidations sur iBlock. Alors,
Vous voyez que depuis qu'on a retouché ici ce point sur la zone des 57,5, on vient de charger un petit peu plus de liquidité entre 57 et 52. Donc la boîte que je vous ai montrée hier, avant qu'on vienne dans ces zones-là, c'était finalement un peu celle-ci, et puis un petit peu de ce qu'il y a ici, ce qu'on a sous les yeux, et bien globalement a grossi. C'est ce qu'on voit ici. On pourrait même éventuellement sur ce niveau-là, puisque vous le voyez ici, il y a une énorme augmentation de l'open interest, alors que la hausse du prix, elle est somme toute assez faible. On pourrait éventuellement mettre ça en 2 pixels, d'accord? Là, pareil, on va faire plutôt quelque chose comme ça. Hop, hop. Et en rouge, comme ça, on reste sur la même nomenclature que précédemment, comme ça. Et comme ça. Pour le coup, celui-ci est bleu et c'est un 1 pixel. D'accord? Donc en soi, là, on a vraiment pas mal de choses à venir prendre sous les 5800 et potentiellement, encore une fois, on l'a dit, finalement sous la petite structure qui est là, dans la zone à peu près des 57. Quelque part dans cette zone-là, il y a peut-être un petit peu de thunes à venir prendre. Pourquoi? Bah tout simplement, on fait un premier tour ici. Donc là, on accumule du contrat dedans. Et ici, on revient y faire un tour. Pour l'instant, elle se défend, tant mieux. Mais à ce stade, on pourrait peut-être estimer qu'il y a pas mal d'ordres à venir chercher. Qu'est-ce que vont faire ceux qui veulent accumuler énormément de contrats dans ces zones-là? Bah, du coup, ils vont venir défendre des liquidations, accumuler des contrats, puisque ça, ce sera des ventes forcées, et eux viendront les acheter, et puis derrière on pourra faire le mouvement dans l'autre sens. Je vois pas énormément de short, c'est pas fou. Vous voyez qu'on a pris la zone ici dans laquelle il y en avait un petit peu. Je vois pas énormément de short en tout cas, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ou une bonne nouvelle si jamais on devait venir à short squeezer plus haut, d'accord? Ici, ben, on voit qu'effectivement cette zone a jauni encore plus. Depuis qu'on est venu dans cette zone-là, on a marqué de la liquidation. Donc, on va dire que de 55,3 à 57,3, dorénavant, il y a quand même peut-être quelque chose à venir chercher. Si jamais on devait pousser jusqu'au FOMC, ça serait 61. D'accord? Sur la weekly, c'est assez évident. Donc là, on a, en termes de liquidité, les deux possibilités. Ethereum, vous voyez, a assez peu d'intérêt, on a assez peu de bulles, etc. Donc on va passer dessus. On va retourner sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. En l'occurrence, vous le voyez qu'ici, la question qu'on se pose, c'est pré-FOMC, donc sur le moment actuel. Est-ce que j'ai besoin de venir... On va augmenter un petit peu ici. Là, on va prendre cette boîte de liquidité là qu'on va tirer jusqu'à quasiment 55 dorénavant. Et là, vous voyez qu'on a une belle jonction avec la liquidité inférieure. Si on va jusque là, d'accord. En l'occurrence, je vérifie, mais je pense que c'est à peu près ce qu'on a là. 57,3 ici. Donc ça, c'est vraiment la liquidité, on va dire presque d'hier. Et là, allez, 56 882 et quelque chose entre 56 et 55. 56 882 est quand même l'endroit où on a le plus de liquidité. Donc la question ici, c'est est-ce que finalement, au travers du FOMC, et là on a 61,8, ça me paraît parfait. Au travers du FOMC, on arrive à venir chercher 61 ici, auquel cas, tout ce qui avait été acheté ici sur la zone des 57 et qui a à nouveau été racheté sur la zone des 57,5, pourrait être revendu sur la zone des 61, d'accord? Les institutions feront ça. Ici, elles viendront se délourder de tous les contrats qu'elles avaient accumulés ici. Ça, c'est, je dirais, la première option. Peut-être plus, étant donné le contexte fondamental, potentiellement plus ce vers quoi on se tourne que d'aller revisiter finalement cette poche-là. Mais il existe une possibilité. Typiquement... Mauvaise nouvelle sur la crypto, Powell qui dément une baisse de 50% aujourd'hui, par exemple, ce genre de choses-là, des annonces, des choses pas géniales, qui se mettraient en place, et où là, du coup, ça nous aiderait à plutôt venir faire l'inverse. Auquel cas, même ceux qui avaient accumulé ici des contrats, viendront finalement en réaccumuler là-dedans et là-dedans, puisque je rappelle qu'ils ont des portefeuilles entre guillemets infinis, ou en tout cas que même avec un risque extrêmement maîtrisé, leurs portefeuilles sont beaucoup plus conséquents que ceux des retail, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il fallait faire attention dans cette boîte ici, au travers des 50-61, parce que c'était vraiment un endroit où ils pourraient venir distribuer, ok. Eh bien, à ce moment-là, étant donné qu'en ce moment, on est sur un marché
de consolidation, mais aussi de liquidité. Hein. Il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas tout le monde qui se jette, entre guillemets, uniquement sur de l'achat, ce genre de choses. On est dans des fundings qui restent neutres, d'accord, autour des 0,01, voilà, dans ces zones-là, entre moins 0,01 et 0,01. On est dans un marché où la liquidité est neutre, où entre guillemets il n'y a pas de fear of missing out, il n'y a pas de, tout le monde n'est pas en train de se jeter littéralement sur Bitcoin, il n'y a pas d'arrivée des retail, etc. Donc il n'y a pas de accumulation, distribution outre mesure, on reste dans un range finalement. Et bien voilà les deux options, c'est-à-dire visiter 61 avant le FOMC. Mon scénario privilégié personnellement, c'est-à-dire je verrais bien le prix venir faire ça. Ou alors pré-FOMC, se prendre une grosse baffe et revenir sur la zone des 53. Il est possible également, si jamais on devait faire une correction, que celle-ci s'arrête juste en dessous des 57, d'accord? C'est ce qu'on a vu ici, c'est là qu'on est le plus jaune, c'est là qu'il y a le plus de contrats, hein, finalement. Donc, allez, on va ici peut-être se dire que on va prendre cette boîte de liquidité-là, et on va la garder avec une fin juste en dessous des 57, 58,6. On va la garder comme elle était avant, d'accord? Sachant qu'on sait qu'il y a aussi un petit peu de liquidité désormais qui se trouve là, d'accord? Ici, il y a peut-être un petit quelque chose. Ok? Donc en soi, voilà un peu la question. Pas vraiment, sauf si le marché pivote long, mais le marché n'est pas extrêmement longueur. Pas vraiment de raison de revenir revisiter finalement cette vallée-là, voire même pour moi, pas énormément de raisons de passer sous 55 dorénavant, même si on a effectivement un petit peu de liquidité. On voit ici, et en ce moment, je trouve en tout cas qu'il est relativement intéressant de regarder toutes ces choses comme iBlock et toutes ces choses-là. N'hésitez pas d'ailleurs, si iBlock vous intéresse à venir, je pense que vous avez un gros discount avec le code de la chaîne qui est en description de la vidéo. En soi, personnellement, mon sentiment, c'est qu'à chaque fois, on a des petits rallyes pré-FOMC. Et ça voilà, je me base là-dessus pour me dire que on pourrait plutôt revenir distribuer dans la zone des 61 le reste des contrats qui finalement ont été accumulés dans cette zone-là. Pourrait plutôt venir utiliser cet événement qui est quand même plutôt bullish, hein, et on achète la rumeur, on vend la news, même si là, c'est quasi une news avérée. Et puis derrière, après le FOMC, faire une correction peut-être un petit peu plus profonde pour nous donner finalement une 2 de ce mouvement-là. D'accord? Ça serait peut-être ça l'idée. Donc revenir peut-être échouer sur la zone, je dirais 60 800, 61 000, 61 3, voilà, ce genre d'endroit dans lequel il y a effectivement une possibilité de distribuer du contrat. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En l'occurrence, vous voyez que les deux scénarios sont plausibles, mais on utilise le fondamental pour se dire, moi je pense que ça ira plutôt dans ce sens-là, d'accord? C'est toujours un juste milieu, vous êtes assis sur un tabouret qui a 3 pieds, c'est pour ça que moi je fais systématiquement les 3 analyses, d'accord? Et c'est pour ça que la chaîne se base toujours sur, d'un côté, le pied du tabouret qu'on va appeler la technique, la structure, comment est la structure, hein, et là, simplement, l'idée c'est de dire, on est baissier, donc il va falloir faire le même temps qu'hier. Entre guillemets, pour moi, c'est plutôt ici le choix du calibre. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois que sur une 4 heures, on est haussier. Donc, en l'occurrence, si je viens à prendre un trade haussier, je ne vais pas insulter ce qui se passe sur la time frame supérieure, d'accord? Ça, c'est une manière de respecter, entre guillemets, le côté trend is your friend, même si je suis pas un énorme fan de cette maxime, entre guillemets, en trading. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Ne pas insulter le calibre supérieur, voilà. Et puis par ailleurs, ou en tout cas si vous voulez venir l'insulter avec un runner, c'est-à-dire un reliquat de position, une position qui est déjà gagnante, et que là pour le coup vous pouvez être insultant, il n'y a aucun problème, parce que vous insultez la structure, mais vous n'insultez pas votre propre capital de trading que vous ne mettez pas à risque. Et puis par ailleurs, dans l'autre sens, qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, deuxième pied du tabouret, c'est finalement le fondamental, quelles sont les news, comment ça se passe sur mon marché comme au niveau macro, hein, d'accord, là on a un pivot, etc., toutes ces choses-là, sur mon marché, comment ça se passe en général, sur la chose que je veux trader, quelle est même la chose que je veux trader en fonction du fondamental, est-ce que je veux vraiment trader de la crypto, est-ce que je veux plutôt trader des indices, est-ce que je veux plutôt trader, je sais pas, du gold ou des matières premières ou ce genre de choses, voilà, en fonction bien évidemment du contexte. Et puis, enfin,
Ce que j'appelle le sentiment, c'est la liquidité, hein, c'est plutôt cette idée, et en crypto, c'est quand même un marché qui est assez peu liquide, donc qui permet des mouvements de liquidité, c'est ça que j'entends par là. C'est-à-dire que on est sur un marché dont la taille est pas non plus incroyablement énorme, même si elle a pris de l'importance dernièrement, et où donc du coup, cette idée d'une institution qui vient accumuler du contrat dans un sens pour finalement se défausser dans un autre, idée d'une institution où on parle bien évidemment de très gros comptes, eh bien peut permettre effectivement d'avoir des choses intéressantes. Personnellement, sur ces 3 pieds, j'aime bien soit avoir les 3 dans mon sens, ou en tout cas le sentiment que les 3 sont dans mon sens, ou alors au minimum 2 sur 3. Je vais dire, par exemple, si je disais, je sais pas moi, la structure, donc la technique, c'est 60% du travail. Et les autres correspondent à 20%, d'accord. Non, en fait, ça dépend un petit peu des moments. C'est-à-dire que vous avez des moments où, donc là on parle du sentiment, la liquidité encore une fois, et là on parle du fondat. Vous avez des moments où c'est le fondat qui est le plus important. Typiquement, par exemple, l'arrivée des ETF sur Bitcoin, qui avait été un événement sur lequel, le fondat avait pris le dessus très largement, d'accord. Donc il fallait là suivre les news et à chaque fois vous aviez entre guillemets plus ou moins le mouvement. Quand est-ce qu'on a du sentiment? Plutôt dans les consolidations, les périodes de bottom, les périodes de bear market, les périodes où la liquidité est trop exacerbée dans un sens, sous-entendu un funding qui explose, etc. Typiquement fin de bull market par exemple. Donc globalement, ces pourcentages, je dirais, ont tendance à évoluer et à changer quand même relativement souvent. Si je devais caractériser en ce moment la période, je dirais qu'en tout cas, on a un sentiment qui est bien dans les 35%. C'est pour ça que je fais à nouveau confiance de manière assez prononcée à la liquidité en ce moment. Je dirais qu'on a un fondat qui est probablement dans les 20 et que on a une structure qui est dans les 45. Parce qu'on a peut-être ce sentiment... dans les 45. On a peut-être en ce moment, je trouve en tout cas, cette idée que la structure pourrait se retourner, d'accord? C'est une possibilité qui existe. Maintenant, on s'est trompé aussi par le passé, on se trompe parfois, il n'y a aucun problème avec ça, mais en tout cas, la lecture du marché, pour moi, elle doit intégrer ces 3 choses-là, et elle doit donner aussi des périodes où, potentiellement, on va peut-être faire un petit peu plus confiance à tel ou tel indicateur et ou sentiment. Encore une fois, ce qu'on regarde, et je le dis assez souvent, mais c'est du sentiment et du sentiment. La courbe de prix est une courbe de sentiment. Le fondamental, c'est le sentiment commun, le sentiment du marché, le sentiment global. Et la liquidité, c'est ce qu'on appelle du sentiment, mais c'est également du sentiment. La liquidité, c'est bien évidemment, est-ce qu'on est plutôt beaucoup de longueur sur le marché, etc. Toutes ces choses-là, avec en intégrant en intégrant bien sûr toute cette partie sentiment des institutions. Voilà, pour moi c'est important de comprendre comment se positionnent les institutions pour pouvoir comprendre comment évolue le prix. Aller chercher les liquidations de certains pour pouvoir retourner le prix juste en dessous. Et globalement, si dans cette structure, vous aviez joué un rebond à chaque fois qu'on était passé sous la structure, c'est comme ça que se marque une consolidation, d'accord. Sous-entendu, pour moi, ceci est une consolidation. Ça n'est pas typiquement ce qu'on a là, qui est un mouvement impulsif. On est plutôt dans quelque chose qui consolide, d'accord. En tout cas, on n'a pas eu de capitulation énorme, à part ce point-là, qui effectivement était assez péchu, mais il avait juste vocation à venir passer sous la structure et ensuite revenir un peu sur ce point-là. Donc, voilà, dans plusieurs sens, ce que j'aurais tendance à dire, c'est ne pas toucher Ether tant qu'il n'a pas cassé sa distribution la plus agressive, et ici, faire très attention sur Bitcoin tant qu'on est dans sa distribution la plus agressive. Voilà, pour le moment, déjà, on peut tabler sur un retour là-dessus, mais on n'a aucune certitude qu'il n'y a pas effectivement quelque chose de plus agressif qui va se mettre en place. Donc, on est sur un marché qui est un petit peu à l'hésitation, bien sûr. En ce moment, ça me paraît relativement intéressant de le noter. Potentialité d'une épaule, tête-épaule plus grande, on en a déjà parlé hier également. Si on vient à venir, je dirais, casser la zone entre 59,6 et 61, globalement, si on vient effectivement chercher ça, il y a des chances que cette zone se transforme ensuite dans
dans un support. Si on arrive à recasser à nouveau les 60 000, les casser vraiment, hein, là, ça pour moi, c'est pas une cassure, c'est un rejet. Mais si on arrive à vraiment les casser, et sous-entendu, ça veut dire aussi hein, casser la distribution la plus agressive, à ce moment-là, Ether fera la même chose, et surtout, Bitcoin nous offre une très jolie structure de retournement au travers de cette épaule, tête épaule inversée. Même structure de retournement que ce qu'il nous a fait ici en bas, et globalement, ici, voilà, un bottom un petit peu en V et une continuation sans perdre finalement ce point-là. Hein. Vous avez ici une structure haussière, d'accord ? Si on ne perd pas 56 pour le coup, et qu'on se retourne et qu'on casse les 60, c'est plutôt une bonne chose pour nous faire un plus 10% supplémentaire et éventuellement revenir rejouer avec la zone des 65-66. Je pense que on a fait le tour ici. Désolé, un peu de redondance par rapport à la vidéo d'hier. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en la faisant. Tout simplement parce qu'on attend un petit peu les taux. En général, sur les journées de taux, personnellement, je fais une traduction du discours de Powell et donc des explications avec un petit peu de mon sentiment, etc. Mais ça reste une traduction, on va dire, plutôt quasiment littérale. Donc c'est ce qu'on fera demain. Hein. Demain, on aura annonce des taux à 19h, si je ne me trompe pas. Et à 19h30, discours de Powell. Donc la vidéo sortira plutôt le soir. Avec un contexte explicatif, entre guillemets, de ce que nous a dit Powell et éventuellement de ce que j'en pense, en tout cas, personnellement. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour... Tiens, vous qui êtes dans la crypto, est-ce que vous êtes satisfait de votre banque par rapport à tout ce qui est justement contexte crypto, etc., toutes ces choses-là? Est-ce que vous estimez que... est-ce que votre banque vous met des bâtons dans les roues, par exemple quand vous voulez acheter de la crypto ou ce genre de choses, ou quand vous faites le cash-out? Ou alors est-ce que ça n'est pas du tout le cas, et vous êtes extrêmement content de ce qu'elle vous apporte dans ce contexte d'adoption mondiale de la crypto? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.